Je m'appelle Dr Mika Brandt, mais on m'appelait simplement son mari. C'est à ce moment-là qu'on me reconnaissait. Pendant très longtemps, je n'étais qu'une ombre au milieu du génie d'Astrid. Je l'avais vu s'élever, j'avais vu le monde vénérer son intelligence, et j'étais resté muet et inaperçu pendant qu'elle gravait son nom au rang de puissance. Pourtant, je n'en ai jamais vraiment ressenti de ressentiment. Je savais ce que c'était. Elle était la star de la famille. Celle qui illuminait les pièces par ses idées, son charme, son ambition. Moi? J'étais juste l'homme qu'elle avait épousé. Juste l'homme qui s'occupait des lumières, nourrissait les enfants et réparait les robinets qui fuyaient de temps en temps. Mais le jour où tout a basculé, ce n'était pas bruyant. Tout a commencé dans des murmures. Il n'y avait rien d'extravagant. Pas d'explosion ni de confrontation dramatique. C'était juste un dîner de famille, un de ces rassemblements obligatoires que nous avions dans la vaste propriété du docteur Harold Linux. Mon beau-père, le dieu de la recherche médicale dans notre monde, l'homme qui pouvait faire passer les découvertes les plus pointues pour des histoires à dormir debout. J'avais depuis longtemps appris à me mettre en retrait dès qu'il était là. C'était le genre d'homme qui ne croyait pas à la subtilité. Il me faisait clairement comprendre qu'il n'avait que peu d'estime pour ma carrière et mes aspirations. D'ailleurs, il a un jour déclaré publiquement devant une salle pleine de donateurs que j'avais abandonné mes études de médecine pour me consacrer à des intérêts moins exigeants. La salle a éclaté de rire. Ce n'était pas une blague. Pas vraiment. Je me souviens de ce moment comme si c'était hier. Assis au bout de la table, juste assez près pour entendre les rires, juste assez loin pour être invisible. Ma place était juste à côté de la porte. Je sentais presque le courant d'air à chaque entrée et sortie. C'était un choix délibéré. Personne ne voulait s'asseoir à côté de moi, ni ma femme, ni mon beau-frère Julius, ni même les inconnus qu'ils avaient invités. Quand j'ouvris la bouche pour parler, Astrid pressa légèrement sa main sur mon bras, un geste subtil mais indubitable. « Ne ramène pas tout ça à toi », murmura-t-elle d'une voix sèche, mais quelque peu creuse. Et c'est là que j'ai compris. C'est là que j'ai compris qu'il voulait m'effacer. Je n'étais plus qu'un nom sur un formulaire, un simple remplaçant, une pensée secondaire dans une famille d'esprits brillants. Harold avait bâti un empire sur sa réputation, et Astrid s'était taillé une place à ses côtés. J'étais arrivé dans ce monde par mariage, pensant que ce serait l'occasion pour nous deux de nous élever ensemble. Au lieu de cela, j'avais été relégué au second plan, ignoré au profit de ses accomplissements. Et lorsque j'osais laisser ma marque, j'étais accueilli avec condescendance ou rejet pur et simple. Je me souviens parfaitement de cette nuit-là. La façon dont les rires résonnaient dans mes oreilles, la façon dont le contact d'Astrid sur mon bras ressemblait plus à une encre qu'à un réconfort. La façon dont j'étais assise là, incapable de parler, incapable de demander quoi que ce soit de plus. C'est ce jour-là qu'ils m'ont écarté. Pas avec un mot dur, pas avec un acte dramatique. Non, ils l'ont fait par le silence. Avec subtilité. Ils m'ont effacé sans même s'en apercevoir. Et à cet instant, j'ai su que je ne pouvais plus laisser passer ça. Je ne pouvais plus faire comme si de rien n'était. Tandis que le dîner s'éternisait, je me suis retrouvé à les écouter, à les observer, à les regarder tourbillonner autour de moi dans leur monde de réussite et de relations. Ils élaboraient des plans, discutaient de recherche et célébraient la dernière réussite de Julius, tout en ignorant l'homme assis tranquillement près de la porte. J'ai su alors que je devrais construire quelque chose de mon côté, quelque chose d'indéniable, quelque chose qu'ils ne pourraient effacer, malgré tous leurs efforts. La soirée s'est terminée aussi silencieusement qu'elle avait commencé. Harold m'a adressé un de ses hochements de tête habituels, et Astrid m'a à peine regardé avant notre départ. Elle ne m'a pas adressé la parole sur le chemin du retour. Ni l'un ni l'autre. Je ne pouvais m'empêcher de penser que c'était à ce moment-là que tout avait basculé. Il ne s'agissait plus seulement de leur prouver ma valeur. Il s'agissait de me prouver quelque chose à moi-même. Que je ne le faisais pas. J'avais besoin de leur approbation. Que je valais plus que l'ombre dans laquelle ils m'avaient projeté. Que je pouvais devenir plus que l'homme qui se contentait de tenir leur manteau. Les mois suivants s'écoulèrent dans un tourbillon de visites à l'hôpital et de conférences universitaires. Mais au fond de moi, quelque chose couvait constamment. Je ne me contentais pas de rester une note de bas de page dans leur histoire. Je ne me contentais pas de les laisser me définir. J'avais ma propre vision, mon propre avenir à construire. J'en avais assez de jouer selon leurs règles, d'accepter les miettes qu'ils me laissaient tomber. Dans le calme de mon bureau, tard dans la nuit, j'ai commencé à construire.
J'ai écrit des algorithmes, conçu des modèles de diagnostic, créé de nouvelles façons d'aider les patients dans les situations les plus désespérées. Et à chaque ligne de code, je commençais à me débarrasser des limites qu'ils m'avaient imposées. Mais même en construisant mon avenir, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'ils seraient toujours liés à eux, toujours mesurés à l'aune de l'héritage qu'ils avaient laissé. Astrid, Harold, Julius. Ils m'avaient effacé, certes, mais ils avaient aussi créé un monde où mon nom serait toujours comparé au leur. Ce serait toujours le défi, n'est-ce pas? Prouver que je n'étais pas seulement l'homme derrière eux, que je n'étais plus seulement l'homme en retrait. J'ai donc travaillé en silence, sachant qu'un jour je serais prêt à leur révéler qui j'étais vraiment. Non pas l'homme qu'ils voulaient effacer, mais l'homme que j'avais toujours été. Et quand ce moment viendrait, je ferai en sorte que le monde connaisse mon nom. Plus d'ombre, plus de silence, juste la vérité. Claire et nette. À l'époque, Harold Linux et moi travaillions ensemble sur ce qui aurait pu être l'un des projets les plus révolutionnaires de notre époque, le séquençage diagnostique non invasif utilisant l'apprentissage automatique. L'idée était révolutionnaire. Utiliser des données en temps réel collectées à partir des signes vitaux de base et des technologies portables pour identifier les premiers signes de maladie cardiaque bien avant l'apparition des symptômes. J'avais passé des mois à développer le prototype d'algorithme, à effectuer des simulations, à compiler des données d'études de cas, à recouper des revues publiées et à affiner la logique. J'ai à peine dormi pendant cette période, me nourrissant de café et de nuits blanches. À emporter, tandis qu'Astrid se disait que j'étais encore une fois obsédé. Harold avait initialement manifesté son intérêt pour mon prototype lors d'une de nos rares conversations au service de recherche de l'hôpital. Il n'était pas un technicien et ne l'avait jamais été. Son génie était profondément clinique, théorique et politique, mais il savait quand quelque chose pouvait rehausser sa réputation déjà légendaire. Il m'a invité à collaborer. C'étaient ses mots. Faisons une contribution commune. Votre algorithme, ma validation clinique, ce sera une combinaison gagnante, a-t-il dit en me tapant dans le dos comme un père récompensant son fils pour avoir tondu la pelouse. Je l'ai cru. C'était mon erreur. Nous avons travaillé côte à côte pendant 3 mois. Eh bien, j'ai travaillé. Il a examiné, acquiescé, de temps en temps, a lancé une idée qui ressemblait plus à un argumentaire de communication qu'à une contribution scientifique. Mais je n'ai pas discuté. Pas à ce moment-là. Parce que c'était comme ça que ça fonctionnait dans ce monde-là. Pour être pris au sérieux, il fallait des noms comme le sien associés à son travail. Il fallait gagner en crédibilité jusqu'à ce qu'on construise la sienne. C'est ce que je me répétais sans cesse chaque fois qu'il éludait des questions ou redirigeait des interviews sur nos recherches. Puis, un matin, alors que j'attendais mon triple expresso habituel dans la file d'attente d'un café près de l'hôpital, je l'ai vu. La première page d'une revue médicale de renom. Révolutionner le prédiagnostic cardiaque, un nouveau modèle du docteur Harold Linux. Ma bouche s'est instantanément asséchée. J'ai récupéré la version numérique, l'ai parcourue jusqu'en bas, à la recherche de mon nom. Rien. Pas même une note de bas de page. J'ai dû la relire 10 fois, juste pour être sûr. Peut-être que j'exagérais. Peut-être qu'il avait soumis une version différente de notre projet. Peut-être que c'était ça. Préliminaire. Mais quand j'ai ouvert la section méthodologie et vu mon algorithme, mon cadre de travail présenté avec seulement quelques modifications cosmétiques mineures, j'ai su qu'il me l'avait volé. Il l'avait présenté comme le sien. De retour à la maison ce soir-là, Astrid était déjà levée sur le canapé avec un verre de vin. Elle m'a salué d'un « salut » distrait, sans même lever les yeux de sa tablette. Je lui ai demandé si elle avait vu le journal. Elle a hoché la tête. Harold me l'avait montré plus tôt. Plutôt excitant. J'ai marqué une pause. Tu n'as rien remarqué de manquant. Elle a haussé un sourcil comme si j'avais posé une question ridicule. Que veux-tu dire? Mon nom, Astrid. J'ai travaillé sur ce devoir avec lui. Bon sang, c'est moi qui l'ai écrit. C'est mon algorithme. Il ne m'a même pas crédité. Son visage a à peine bougé. Elle a cligné des yeux, puis a haussé les épaules. Je suis sûr que c'est juste un malentendu. Peut-être qu'il l'a soumis rapidement et qu'il a oublié. Oublié? Ai-je répété en élevant la voix. On n'oublie pas la personne qui a conçu les bases de tout ton article. Tu réagis de manière excessive, Mika, dit-elle calmement en prenant une autre gorgée. Tu fais toujours ça quand il s'agit de reconnaissance.
Ça la blessait, non pas parce qu'elle le disait, mais parce qu'elle y croyait. Dans son esprit, c'était moi qui dramatisais, qui était mesquin, jaloux, et Harold. Il était incapable de trahir. Il était le pilier de leur famille, l'homme qui entrait dans n'importe quelle pièce et imposait le respect. Pourquoi aurait-il besoin de voler quoi que ce soit? J'aurais dû lutter plus fort sur le coup, mais je ne l'ai pas fait. J'ai laissé tomber. Non pas par faiblesse, non pas parce que je la croyais, mais parce que je savais que le jeu était truqué et que je n'allais pas gagner cette manche en criant dans mon salon. Au lieu de cela, je suis resté silencieux, concentré. Pendant qu'Harold donnait des interviews et des conférences sur sa découverte, j'ai commencé à écrire du nouveau code, à tester de nouvelles théories. J'ai approfondi l'intégration des diagnostics d'IA au système d'intervention d'urgence. J'ai commencé à contacter des institutions extérieures à notre sphère, des hôpitaux qui n'étaient pas éblouis par les noms de famille, mais par les résultats. J'ai accepté des missions de consultation en freelance sous un pseudonyme. Il ne s'agissait pas de me cacher. C'était une question de liberté. Plus de contraintes. Plus de crédibilité empruntée. J'allais gagner la mienne. J'ai dû regarder en silence Astrid féliciter son père lors des réunions de famille. Elle a évoqué son article lors des brunchs, l'a félicité lors des appels Zoom avec ses collègues, et m'a même suggéré de l'aider à préparer une conférence dont il était la tête d'affiche. L'aider à préparer un discours sur mon travail. J'ai poliment décliné. Je lui ai dit que j'étais débordé. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que je construisais un prototype de mon modèle de diagnostic de nouvelle génération. Un modèle plus rapide, plus propre et capable d'être déployé à distance dans les régions sous-développées. Le genre de technologie qui non seulement remporte des prix, mais sauve des vies. Et pendant tout ce temps, je suis resté silencieux au sujet de l'article. Laissons Harold recueillir ses louanges. Que Astra pense que j'étais passé à autre chose, car je ne courais plus après la reconnaissance. Je préparais quelque chose de plus grand. Une œuvre si complète, si incontestable que personne ne pourrait effacer mon nom. Je ne construisais pas seulement un projet. Je construisais un avenir dont il ne pourrait pas s'attribuer le mérite. Mais certains soirs, quand la maison était silencieuse et que mon écran brillait dans le noir, je me demandais pourquoi cela me faisait si mal. Ce n'était pas le papier. Pas vraiment. C'était la signification du vol. Que Harold ne me voyait pas comme un partenaire. Que Astra ne me voyait pas comme quelqu'un qui méritait d'être défendu. Que ma valeur à leurs yeux n'était qu'un inconvénient conditionnel. J'avais tout donné à cette famille. Ma loyauté, mes idées, mon silence. Et en retour, ils m'offraient un rasoir. Mais je savais quelque chose qu'ils ignoraient. La meilleure vengeance n'est pas bruyante. C'est l'héritage. La salle de bal du Sheridan de Boston était toute en verre et en lustre, prétentieuse, surdésignée. Un palais pour égaux enveloppé de blouses blanches. C'était le jour de clôture de la conférence nord-américaine sur les innovations médicales, et je me tenais à côté de mon poster, attendant simplement. La marée de costumes défilait devant moi, les yeux s'attardant sur le travail comme s'il s'agissait d'un simple espace réservé entre les véritables attractions. J'avais été invité comme chercheur associé représentant une petite université de la côte ouest. Pas de gros titre, pas de projecteur. J'étais coincé entre une conférence sur les adhésifs chirurgicaux et un brunch de réseautage. C'est là qu'ils pensaient que j'avais ma place. Mais j'étais là. Et mon poster n'était pas qu'un simple remplissage. C'était l'aboutissement de 2 années de travail silencieux pour affiner l'algorithme de diagnostic capable de détecter la dégénérescence myocardique avec seulement 5 indicateurs biométriques. Je me tenais à côté, tel un homme gardant un secret trop grand pour être crié. De l'autre côté du hall, la foule commença à se diriger vers la scène principale. Les gens entraient dans l'auditorium, programmes serrés dans leurs mains, murmurant avec enthousiasme à propos du discours d'honneur. Et il était là, le docteur Harold Lennox, vêtu de son costume 3 pièces bleu marine emblématique, serrant des mains, souriant pour les photos. On le récompensait pour ses avancées révolutionnaires dans le diagnostic cardiovasculaire précoce. Mon cœur ne s'est pas serré. C'est bien ça. Je n'étais pas surpris. Ce n'était plus une trahison. C'était la routine. Mon nom n'était plus sur ses diapositives. Et le langage qu'il avait utilisé dans son résumé, presque mot pour mot, était celui de l'article qu'il avait publié sans moi. Ce même langage qu'Astrid avait utilisé n'était qu'un malentendu. Un malentendu qui le voyait maintenant debout sur une scène éclairée,
sous une standing ovation, tandis que je me tenais à côté d'une affiche plastifiée que personne ne lisait. Il n'a même pas regardé dans ma direction. Puis vint la présentation. Une voix tonitruante sur scène. Le docteur Harold Linux, innovateur, mentor et père de certains des esprits les plus brillants du domaine. Il parlait d'Astrid, et je suppose que, d'une manière malsaine, il parlait aussi de moi. L'esprit prometteur qu'il gardait sous terre. Après que les applaudissements se soient estompés et qu'Harold ait commencé à parler, je suis retourné à mon petit poste. J'ai ajusté les bords de mon affiche, aligné les documents sur la table, même si personne ne venait en prendre un. Je me suis dit que cela n'avait pas d'importance. Je n'étais pas là pour impressionner. J'étais là pour documenter, pour voir ce que l'on ressent lorsqu'on est effacé en temps réel. Finalement, 2 étudiants de 3e cycle sont arrivés. L'un d'eux m'a demandé d'expliquer l'algorithme, plus par obligation que par intérêt. Je leur ai expliqué succinctement, clairement, comme si je récitais les étapes d'une salle de traumatologie. Leurs yeux se sont embués. Ils ont hoché la tête. Puis ils ont continué leur chemin, la tête tournée vers l'auditorium, vers l'écho de la voix d'Harold. La gravité de l'héritage de cet homme attirait tout vers elle. J'ai plié bagages tôt, sans attendre la fin. Je me suis glissé par l'arrière, une affiche roulée dans une main, l'autre serrant mon téléphone. Je suis rentré à l'hôtel en moins de 15 minutes. Je n'ai même pas allumé les lumières en entrant dans la chambre. J'ai simplement laissé tomber le tube à poster près du canapé et je suis resté dans le noir, toujours en costume de conférence, la gorge sèche. Astrid n'était pas là. Elle était restée à New York pour superviser une demande de financement d'hôpital. C'est ce qu'elle avait dit. Mais je connaissais la vraie raison. Elle ne voulait pas être dans la pièce quand son père accepterait les félicitations pour le travail accompli par son mari. Ou peut-être ne voulait-elle tout simplement pas affronter la gêne, la culpabilité. Je me suis assis au bord du lit, mes chaussures aux pieds, ma veste boutonnée. Mon ordinateur portable attendait sur le bureau. Je l'ai regardé fixement. L'écran s'est éteint, laissant place à une vague de sommeil. Puis, lentement, je me suis levé et je l'ai ouvert, je me suis connecté, j'ai créé un fichier vierge. Le document s'est intitulé « Sans titre ». J'ai tapé les premiers mots sans réfléchir. Laissons-les mentir. Continuez simplement à construire la vérité. Cela me semblait juste. C'était la seule chose que je pouvais contrôler. Je n'allais pas passer une seconde de plus à essayer de récupérer le mérite de ceux qui n'avaient jamais prévu de le faire. Je n'allais pas quémander des remerciements ni exiger la justice. Ce n'était plus mon combat. Mon combat consistait à construire quelque chose de si complet, de si indéniable, qu'il ne pourrait pas l'expliquer. J'ai donc écrit sur de nouveaux ensembles de données concernant l'intégration de la variabilité de l'oxymétrie de pouls et des perturbations du cycle du sommeil dans des modèles prédictifs. J'ai également écrit sur des kits de diagnostic mobile pour le triage à distance et les zones de guerre. J'ai codé des données de télémétrie hospitalière en temps réel pour les tableaux de bord prédictifs. Je ne cherchais pas à obtenir des applaudissements. J'essayais de créer des outils efficaces et pertinents. Et j'ai continué à écrire tard dans la nuit. À un moment donné, j'ai entendu une notification sur mon téléphone. Un message de Julius. J'ai vu que tu étais à la conférence. Je n'ai vu ton nom sur aucun agenda, par contre. Tout va bien? J'ai fixé le message pendant 1 minute entière avant de le supprimer. Je n'ai pas répondu, car que pouvais-je dire? Que j'étais à 150 mètres de son père et que j'aurais tout aussi bien pu être invisible. Que tout ce que j'avais apporté à leur monde avait été pris, détourné et maquillé en louange. Non, je n'avais pas besoin de leur sympathie. J'avais besoin de mon propre élan. Le lendemain matin, je ne suis pas retourné à la conférence. J'ai loué une voiture et me suis rendu dans un petit centre de recherche au nord de Cambridge. Un collègue de mes années de fellowship m'avait invité des mois auparavant pour discuter d'un partenariat, qui n'avait rien à voir avec le nom Linux. Ils m'ont fait visiter leur laboratoire, m'ont présenté à leur responsable de l'infrastructure de données et m'ont invité à une véritable discussion sur le financement. Ils voulaient mon travail. Pas mon nom de famille, pas mes cravates, juste le travail. En quittant les lieux, le soleil a percé la brume grise de Boston. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais plus comme un fantôme. Ce soir-là, de retour dans ma chambre d'hôtel, j'ai ouvert le même document. J'ai ajouté une nouvelle ligne sous la première. Ne vous battez pas pour leur table. Construisez la vôtre.
Je n'allais plus réclamer une place. J'allais construire la salle entière. Et je la fournirais avec des preuves, des brevets, des vies sauvées. Et peu importe le nombre de scènes sur lesquelles Harold se tenait ou les blagues qu'Astrid lançait pour me détourner de mon silence, la vérité continuait de grandir comme la lumière sous une porte verrouillée. Il pouvait prétendre que j'avais échoué, mais il ne pouvait pas arrêter ce que je construisais. Le silence ne prend pas toujours la forme de l'absence. Parfois, il est assis à côté de vous lors d'un brunch familial, vêtu d'un linge crème sur mesure et d'un verre de jus d'orange, riant avec ceux qui ont passé des années à réduire votre valeur à une plaisanterie. C'était Astrid. Ma femme, la fille d'une star, la femme qui, un jour, me tenait le menton dans ses mains et me disait que j'étais brillant, destiné, remarquable. Cette femme avait été remplacée par quelqu'un qui savait jouer la comédie et qui avait choisi de se passer de moi. Nous étions installés dans le penthouse de sa cousine Bianca, avec vue sur Hudson Yard. Marbre blanc, tabouret de bar chromé et une playlist de jazz stérile, si discrète qu'on ne pouvait s'en rendre compte qu'en 2 heures, personne ne l'avait interrompu. Astrid et moi étions perchés en marge de la conversation, non pas parce que nous étions exclus, mais parce que c'était là que j'étais censé rester, un accessoire, l'épouse bienveillante, le médecin qui n'a jamais vraiment réussi. Bianca était à la moitié de son 2e mimosa lorsqu'elle m'a regardé avec cette fausse curiosité qu'on a quand on veut paraître intéressé, mais qu'on ne compte jamais se souvenir de la réponse. Alors, dit-elle en prolongeant la conversation. Tu fais toujours ça? Qu'est-ce que c'était? Du codage. J'ai souri. Un sourire plat et expérimenté. Je fais toujours des diagnostics technologiques. Astrid n'a pas laissé le silence s'éterniser. Elle a sauté sur l'occasion. Tout en brillance et en raffinement. Oh, Mike fait des trucs liés à la technologie maintenant. Il est doué avec les tableurs. Les tableurs. Ma colonne vertébrale s'est raidie. Les tableurs. J'étais actuellement sous contrat avec 3 instituts de recherche cardiaque et j'avais été cité dans un livre blanc allemand comme une force pionnière dans la cartographie portable des anomalies cardiovasculaires. Et à la femme que j'avais épousée, celle qui m'avait vu passer des nuits entières à corriger une seule ligne de code erronée. Le travail de ma vie se réduisait à des feuilles de calcul. Je ne la corrigeais pas. C'était le plus cinglant. Je ne disais pas un mot. Je la regardais siroter son verre et adresser ce sourire agréable et vide au reste de la table, comme si rien ne s'était enfoui en dessous. Comme si elle n'avait pas choisi de me minimiser une fois de plus devant sa famille. Parce que c'était le cas. La conversation reprit son cours. On parlait de taxes foncières et de promotion. Le mari de Bianca venait d'être recruté par un fonds spéculatif. Il y eut des félicitations et des toasts, mais je n'écoutais plus. J'observais Astrid, observant avec quelle aisance elle jouait ce rôle, avec quelle aisance elle se laissait aller à l'idée que je n'étais qu'un personnage secondaire aux manières douces, travaillant avec des données et faisant le ménage avec brio. Celui qu'il n'avait pas besoin de chercher sur Google. Ce qui me frappa le plus, ce ne fut pas ce qu'elle dit, mais ce qu'elle ne dit pas. Elle ne leur a jamais parlé de ce que j'avais créé. Jamais parlé du système d'alerte d'urgence que j'avais déployé dans les cliniques pour personnes à faible revenu du Nord-Ouest Pacifique. Jamais évoqué l'article évalué par les pairs qui avaient discrètement gagné du terrain dans les milieux universitaires étrangers. Jamais parlé des nuits blanches. Les refus de financement se sont transformés en approbation. La façon dont je transformais l'échec en fonction tout en assurant la subsistance pendant qu'elle grimpait à des échelles faites de dos d'autres personnes. Je fixais mon café et pensais, elle ne veut pas qu'il le sache. Elle ne veut pas qu'on me voie. Parce que pour elle, j'étais plus en sécurité quand j'étais petit. Après le brunch, en marchant vers le parking, je n'ai rien dit. Elle non plus. Nous sommes restés silencieux pendant 2 pâtés de maison avant qu'elle ne me prenne la main. C'était automatique. Ni amour, ni excuse, juste une réaction musculaire. Tu as été silencieux aujourd'hui, a-t-elle dit d'un ton léger, comme si elle me demandait la météo. Des feuilles de calcul, ai-je dit, masquant à peine le mordant de mon ton. Elle a soupiré. Mika, c'est juste plus facile. Tu sais comment c'est. Je sais exactement comment ils sont, répondis-je. Je ne m'attendais juste pas à ce que tu te fondes si facilement dans la masse. Elle s'arrêta de marcher. Sa main retomba. Encore ça? Je me tournai vers elle. Ce n'est plus d'eux qu'il s'agit, Astrid. C'est de toi qu'il s'agit. Tu as choisi de te tenir à leur côté plutôt qu'à moi. Elle détourna le regard,
les lèvres pincées. Tu veux que je commence à leur faire la leçon au brunch sur tes références? Tu veux que je liste tes bourses comme un directeur de communication? Non, dis-je doucement. Je veux que tu dises la vérité quand elle est sous tes yeux. C'est tout. Elle ne répondit pas. Elle se remit simplement à marcher, ses talons claquant sur le trottoir. Et je la suivis, non pas par envie, mais parce que je vivais toujours dans le même appartement, que je partageais le même lit, que je l'appelais encore techniquement ma femme. Ce soir-là, elle se glissa dans mon lit et se tourna vers le mur. Je fixai le plafond. Je ne la touchai pas, je ne dis rien. Et dans ce silence, une décision commença à prendre forme en moi. J'arrêterai d'essayer d'être compris dans cette maison. Je cesserai de lui tendre la main chaque fois qu'elle laissait tomber la mienne. Il ne voulait pas entendre mon histoire. D'accord. Je les laisserai vivre dans leur fiction organisée. Mais je bâtirai plus fort dans l'ombre. J'écrirai des articles sous mes initiales, soumettrai des projets via des collectifs anonymes, recueillerai des citations qui n'avaient rien à voir avec Harold Linux ou ses cercles d'influence. Je me rendrai indéniable, non pas pour leur approbation, mais pour la mienne. Je n'avais pas besoin d'être vu à leur table. Je bâtirais la mienne. Alors je leur donnais ce qu'ils voulaient. Le silence. Au dîner, je parlais peu. Aux réunions de famille, je hochais la tête quand on m'adressait la parole. Je souriais sur les photos. Mais derrière ce sourire, j'écrivais du code, je construisais des systèmes, j'étudiais des modèles, je concevais des outils pour signaler des anomalies médicales en quelques secondes. Je savais où j'allais, même s'ils ne le savaient pas. Et un jour, lorsque le silence se briserait enfin, ce ne serait plus moi qui parlerais. Ce serait le travail. Et ça parlerait assez fort pour réveiller tous ceux qui avaient souri malgré mon oubli. Je n'avais pas prévu de retourner au Linux Memorial. J'évitais cet endroit comme une pièce hantée par un passé qui ne s'est jamais complètement éteint. Mais le destin ou l'ironie avait un sens de l'humour plus développé que je ne l'aurais cru. L'invitation est arrivée par courriel. Dr Mika Brandt, nous serions honorés de vous accueillir au symposium annuel d'intégration médicale de la côte ouest. Organisé au Linux Memorial Hospital. L'invitation était signée par le nouveau coordinateur de l'événement, quelqu'un qui ignorait visiblement le terrain miné qui s'étendait sur tout le sol de l'hôpital pour moi. Au début, j'ai failli décliner, j'ai juste appuyé sur supprimer et je suis passé à autre chose. Mais le nom était là, Lennox, le nom sur chaque plaque. Le nom que je portais comme une pierre dans la gorge chaque fois qu'on me présentait comme le gendre du docteur Lénin. Pas le docteur Brandt, juste quelqu'un d'attaché à quelqu'un d'autre. Alors, j'ai répondu. Oui. Pas par vengeance. Pas par besoin mélodramatique de faire passer un message. Je l'ai fait parce que je ne me cachais plus. Et parce qu'il y a du pouvoir à laisser les fantômes voir qu'on leur survit. Le jour du symposium, je suis arrivé par l'entrée du personnel. Non pas par nécessité, mais parce que c'est comme ça que je me suis entraîné. Entrée discrète, arrivée discrète, sans fanfare, badge accroché à mon manteau. Je me suis inscrit et j'ai contourné le hall d'accueil. Mais je n'étais pas là en tant qu'invité cette fois. J'étais là en tant que directeur médical en chef de l'Institut Kellerman, un titre qui avait du poids dans le monde médical, mais pas dans celui qu'Harold avait construit comme une salle du trône. Tandis que je traversais les couloirs familiers, de vieux souvenirs meurent. Les longues nuits d'interne junior, à attendre qu'Astrid termine sa tournée. L'horrible soupe aux lentilles de la cafétéria. Les applaudissements incessants qu'Harold recevait à chaque dîner des donateurs, dont j'étais resté la plupart du temps silencieux, applaudissant avec un visage neutre. Le symposium venait à peine de commencer que le code d'urgence retentit. Code bleu. Unité de traumatologie 2. L'instinct a pris le dessus. Le présentateur était encore à l'estrade en plein milieu de la projection. Les gens se sont figés. Moi non. Mes jambes ont bougé avant que mon cerveau ne rattrape complètement le temps perdu. J'ai couru. À mon arrivée, la salle était déjà en plein chaos. Un adolescent s'était effondré dans le couloir, devant l'imagerie. Pas de papier, pas d'antécédents, juste des constantes à plat et un autre, paniqué, tentait à son tour des compressions thoraciques sans rythme. Une infirmière criait pour que le chariot d'urgence soit libéré. Je suis entré, les mains fermes, la voix plus forte que la confusion. Reculez. Je m'en occupe. Personne n'a protesté. Mon instinct a dit assez. En moins de 4 minutes, on avait un pouls.
Son état était stabilisé, il respirait. La salle s'est calmée comme le dernier souffle d'une tempête. Tout le monde a expiré, certains de soulagement, d'autres encore incertains de ce qui venait de se passer. Et puis j'ai entendu. « Attendez, êtes-vous le docteur Brandt ?» Le chef. Je me suis retourné. La voix était celle d'une jeune infirmière, peut-être 25 ans. Les yeux brillants, les joues rouges à cause de la précipitation. Son regard allait de mon badge à mon visage, la reconnaissance s'épanouissant comme la lumière du soleil sur l'eau. « Oui, dis-je. » Ma voix était calme, égale. Ses yeux s'écarquillèrent. « J'ai lu votre article sur les diagnostics mobiles et les zones sinistrées. Cela a changé la façon dont nous trions les patients à la clinique où je travaillais. Je ne savais pas que vous seriez là aujourd'hui. » Avant de pouvoir répondre, je l'ai senti. Le poids de vieux yeux. Je me tournai légèrement et ils étaient là. Harold, Astrid, Julius, figés dans l'entrée du couloir comme des fantômes pris dans un projecteur. Le visage d'Harold, habituellement figé dans un masque rigide de supériorité, était légèrement craquelé. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, non pas pour saluer, ni pour commander, mais pour exprimer sa confusion, comme s'il voyait un tableau qu'il croyait brûlé depuis longtemps, accroché dans un musée qu'il ne se souvenait pas avoir financé. Astar était pâle, une teinte que je n'avais pas vue sur son visage depuis le jour où nous avions enterré sa mère. Sa bouche bougea comme si elle voulait prononcer mon nom, mais les mots restèrent sans voix. Et Julius, il l'a dit. Attends-le. Ce n'était pas un choc. C'était quelque chose de plus sombre. Une blessure à l'ego. Je n'avais pas ma place ici. Pas à leurs yeux. J'étais censé être encore cet homme qui cherchait à se faire remarquer lors des brunchs. Celui qui avait presque fini. Je ne me suis pas approché d'eux. Je n'ai pas parlé. Je me suis simplement retourné vers l'infirmière. Vous avez dit que votre clinique utilisait le protocole ? Elle hocha la tête, reprenant encore son souffle. L'hiver dernier, dans la campagne de Washington. Nous avons manqué de ressources d'imagerie pendant une tempête de neige et le diagnostic mobile a permis d'éviter 3 erreurs de diagnostic chez 3 patients. Nous utilisons toujours votre modèle. Derrière elle, Harold était toujours debout, toujours silencieux. L'instant était d'une précision chirurgicale. Pas de discours, pas de geste vindicatif, juste cette infirmière, les yeux brillants d'admiration. Ce garçon toujours en vie parce que j'avais fait le travail que personne n'applaudissait. Et eux, regardant une vérité qu'ils avaient passé des années à enfouir surgir comme un fantôme qu'ils ne pouvaient tuer. Astrid cligna enfin des yeux, les doigts repliés dans les manches de son manteau. Elle me regarda comme on regarde un tableau qu'on a jeté, maintenant accroché derrière une vitre blindée. J'adressai un léger signe de tête à l'infirmière. Merci de me l'avoir dit. Elle sourit, inconsciente du drame qui s'épaississait derrière elle. Et moi ? Je ne les regardais plus. Parce qu'à cet instant, je réalisais quelque chose de plus profond que la validation. Le pouvoir ne réside pas dans le fait d'être vu. Il réside dans le fait de devenir indéniable. Et peu importe combien de fois ils avaient effacé mon nom, le monde l'avait déjà écrit à l'encre. C'était l'expression d'Harold qui me hantait plus que le silence. Ce moment, au service de Traumatologie 2, avait brisé quelque chose en lui. Pas bruyamment, pas publiquement, mais d'une manière qu'il ne pouvait recoller ni par le prestige ni par le déni. Pour une fois, ce n'était pas lui qui commandait la pièce. Pour une fois, je ne le regardais pas pour obtenir son approbation. Je n'en avais pas besoin. Cette infirmière, sa façon de prononcer mon nom comme si cela avait du poids, comme si c'était important, avait fait ce qu'Astrid n'avait jamais pu faire. Elle m'avait reconnu devant eux, non pas comme un accessoire, ni comme une note de bas de page, mais comme une force. Et Harold devait rester là, à regarder ce qui se passait, impuissant à l'interrompre, incapable d'en faire quelque chose de plus pratique pour son récit. Je sentais la chaleur de leur escalier tandis que je remplissais mon rapport. J'avais pris mon temps, non pas pour dramatiser, simplement parce que je ne me pressais plus. J'avais passé trop de temps à me rétrécir pour entrer dans des pièces conçues pour son ego. Maintenant, j'étais là où j'étais. J'ai aperçu le reflet d'Astrid dans la vitre à ma droite. Elle était toujours dans le couloir, à moitié tournée vers elle, comme si elle hésitait entre rester ou fuir. Julius lui parlait à voix basse, gesticulant de rapides mouvements de la main comme s'il ne comprenait pas ce qu'il avait vu. Mais Harold ne bougeait pas. Il restait là, les bras croisés sur la poitrine,
le coin de la bouche crispé comme s'il luttait contre une vérité qui tentait de s'enfuir. Je ne leur ai pas adressé la parole. J'ai simplement retourné mon rapport et j'ai quitté l'aile traumatisante. Je ne leur devais pas une explication. Plus maintenant. Plus tard dans l'après-midi, après que le symposium ait repris, j'ai traversé le couloir principal, en direction de la salle de conférence où je devais m'asseoir sur un panel sur les diagnostics décentralisés. La chambre était à moitié pleine à mon arrivée. Tôt comme d'habitude, j'ai pris place vers la fin de la table, j'ai ouvert mon dossier et examiné mes notes, non pas parce que je n'étais pas préparé, mais parce que cela m'a ancré. Je l'ai senti avant de le voir. Harold. Il est intervenu sans fanfare. Son expression s'est composée mais illisible. Il se dirigea vers le modérateur, serra quelques mains, puis tourna son attention vers moi. Il a hoché la tête une fois, le même signe de tête clinique qu'il a donné des stagiaires dans la reconnaissance ou la reconnaissance sans chaleur. Le docteur Brandt, a-t-il dit uniformément comme si les événements de ce matin avaient été un rêve lointain. J'ai levé les yeux, ma voix calme. Docteur Lénin, il a hésité juste une seconde. Puis il s'éclaircit la gorge. C'était un bon travail plus tôt. Je ne l'ai pas remercié. Je ne savais pas que vous étiez affilié à Kellerman maintenant, a-t-il ajouté. Directeur médical en chef. Le titre résonnait dans mon esprit. Pas hors de l'ego, mais de toutes les années qu'il a fallu pour le gagner pendant qu'il regardait dans l'autre sens. Depuis près de 2 ans maintenant, j'ai dit. La mâchoire de Harold se resserra. Cet article sur les diagnostics en cas de catastrophe. Était-ce aussi votre travail? Je n'ai pas souri. Tout cela. Il a donné un signe de tête raide comme chaque mot que j'ai dit a écaillé au mur qu'il a construit autour de sa version de la vérité. Eh bien, il murmura comme s'il cherchait une réponse qui n'existait pas. Cela attire beaucoup d'attention. Il ne s'agit pas de l'attention, dis-je. Il s'agit du travail. Cela l'a fait faire une pause. Juste assez longtemps. Vous auriez pu nous le dire, a-t-il dit enfin. Toutes ces années, vous auriez pu dire quelque chose. J'ai fermé le dossier et je l'ai regardé droit dans les yeux. Je l'ai fait. Vous n'avez jamais écouté. Qui a atterri? Je l'ai vu dans le scintillement de son expression. Pour un homme qui avait toujours vécu avec le réconfort d'être la voix la plus forte de la pièce, se rappelant qu'il a ignoré les silencieux le secoua d'une manière qu'aucun scandale ne pouvait jamais. Il n'a pas répondu. Il se tourna et partit, s'estompant dans son petit groupe de chirurgiens près de la scène. Le panneau a commencé. Nous avons discuté de l'avenir du diagnostic, de l'intégration de l'IA, de l'accessibilité mondiale. J'ai partagé mes recherches, mes idées. Mon nom était sur la pancarte. Ma voix a été entendue et pas une seule personne ne m'a demandé avec qui j'étais marié. Après la fin du panel, plusieurs participants sont venus me serrer la main. Un chercheur de Tokyo voulait traduire mon dernier article à utiliser dans des cliniques japonaises éloignées. Un autre a offert une collaboration avec une unité de traumatologie au Kenya. Je leur ai donné ma carte de contact. Alors que je monte à nouveau dans le couloir, la foule s'est séparée brièvement. Astrid se tenait à l'extrémité, à moitié ombragée par le cadre d'une grande fenêtre. Elle ne souriait pas. Elle n'était pas non plus habillée dans son armure sociale habituelle. Juste un chemisier de la marine ordinaire, ses cheveux se sont retirés. Pas de prétention dans son expression. Elle ne s'est pas approchée. Elle ne salue pas. Elle m'a juste regardé. Et dans ses yeux, pour la première fois, je l'ai vu. Pas de confusion, pas de déception, de regret. Non pas parce qu'elle n'avait pas cru en moi, mais parce qu'elle a finalement réalisé qu'elle n'avait même jamais regardé. Je suis passé devant elle, pas hors de dépit, pas hors de la fierté, mais parce que je n'avais pas besoin de m'arrêter. Il ne restait plus rien à expliquer. Il ne reste plus de preuves à donner. J'avais fait ce qu'ils n'avaient jamais pensé que je le ferais. Je suis devenu quelqu'un sans leur permission. Et le regard sur le visage de Harold ce matin-là, ce scintillement de réalisation n'était pas seulement ce que j'avais fait. C'était ce qu'il n'avait pas. À propos de tous les moments où il a eu la chance de soulever quelqu'un et a choisi de projeter une ombre plus longue. Sur la façon dont l'empire qu'il a construit a été soudainement éclipsé par une vérité qu'il n'a pas écrite. Il pensait que l'effacement de mon nom effacerait mon objectif. Mais tout ce qu'il a fait était de me concentrer. Maintenant, il devait regarder tout ce qu'ils ont ignoré et devenu tout ce qu'ils ne pouvaient pas éviter. Et ce regard,
cette chose stupéfaite et brisée derrière les yeux de Harold, c'était le bruit de la fissuration héritée. La chose à propos de la réputation, en particulier de celle construite sur une brillance empruntée, c'est qu'elle ne se brise pas tout d'un coup. Il se fracture en silence. D'abord dans les chuchotements, puis dans le doute, puis dans l'inclinaison indubitable des têtes et des sourcils levés lors des conversations qui se terminaient par des applaudissements. Harold Lennox avait passé sa vie à construire un nom qui ne pouvait pas être remis en question. Un héritage enveloppé dans des distinctions, des dotations médicales et des titres honoraires. Mais tout ce qu'il a fallu, c'était un jour, un instant. L'un avait l'air trop long sur un badge qui n'a pas dit son nom. Le mot s'est propagé plus rapidement que je n'aurais jamais pu orchestrer. Je n'avais pas besoin de publier une chose. La photo de l'unité de traumatologie, au moment où j'ai stabilisé le patient adolescent tout en portant un manteau de l'Institut de Kellerman, a frappé le bulletin interne de l'hôpital dans les 24 heures. Ce n'était même pas un titre, juste une brève mise à jour. Le docteur Micah Brandt, directeur médical en chef, est intervenu pendant le code d'urgence et a administré une intervention réussie. Linux Memorial remercie le docteur Brandt pour sa contribution. C'était tout ce qu'il a fallu. Le président du conseil d'administration l'a transmis au conseil exécutif. Les chefs de département ont commencé à reconstituer l'étrange puzzle. Le docteur Brandt, celui que Harold appelait tech adjacent, était maintenant la personne qui sauve des vies dans ces couloirs. Je n'ai pas eu à annoncer moi-même. Je n'avais pas besoin d'une tournée de presse. La vérité avait ses propres jambes. À la fin de la semaine, l'assistant de Harold m'a envoyé une demande de réunion. Ligne d'objet clarifiant la discussion. Je l'ai laissé reposer dans ma boîte de réception pendant 2 jours. Ensuite, j'ai cliqué sur accepter. La réunion était prévue dans une salle de conférence de taille moyenne au dernier étage de l'aile administrative. C'était du verre sur 3 côtés, de haut plafond, entouré d'étagères pleines de récompenses, de photos de Harold serrant la main de gouverneur et de président. Je suis entré seul, pas d'entourage, pas d'assistant, juste mes références dans un dossier noir sous mon bras. Harold était déjà assis. Il avait l'air plus fatigué que d'habitude, mais il l'a masqué avec sa posture rigide habituelle et un costume pressé qui a essayé de déclarer normal. Il hocha la tête en entrant mais je ne montais pas Micah, il a dit que je n'avais pas retourné la courtoisie, le docteur Lennox. Il y a droit. Il y a eu une certaine confusion sur votre implication dans certains projets au cours des dernières années. Confusion ? J'ai fait l'écho à régler le dossier sur la table. Ou correction ? Il n'a pas répondu. Il jeta un coup d'œil à la fenêtre de la salle de conférence comme s'il espérait que quelqu'un interromprait cette conversation. J'ai ouvert le dossier et l'ai glissé vers lui. Mes références mises à jour, les titres actuels, les brevets déposés, les publications, certaines auprès des citations internationales, mon portefeuille complet. Il l'ouvrit lentement. J'ai regardé ses yeux scanneurs les documents, les chiffres, les bourses co-signées, la lettre du consortium d'urgence de Genève me nommant comme l'un des 10 meilleurs innovateurs du diagnostic appliqué cette année. Son silence est devenu plus épais avec chaque ligne qu'il a lue. Ceux-ci n'ont pas été soumis via notre plateforme conjointe, a-t-il finalement dit, presque pour lui-même. Non, j'ai répondu. Il ne l'était pas. J'aurais soutenu que vous aviez. Je ne l'ai pas laissé finir. Vous ne m'avez pas soutenu lorsque j'écrivais du code dans votre laboratoire de sous-sol. Vous ne m'avez pas soutenu lorsque vous avez retiré mon nom d'un article que j'ai écrit. Vous ne m'avez pas soutenu lorsque je me présentais lors de conférences seul pendant que vous avez récolté des prix pour un travail qui n'était pas le vôtre. Donc, non, je ne vous suis pas venu à vous. Je viens de faire le travail. Il m'a regardé. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à la vulnérabilité dans ses yeux. Pas de remords, juste la prise de conscience malade que la fondation qu'il a construite avait maintenant une ligne de faille avec mon nom gravé. Je ne t'ai jamais vu comme une menace, a-t-il dit tranquillement. C'était votre erreur, ai-je dit. Je n'essayais jamais d'être une menace. J'essayais juste d'être vu. La porte s'ouvrit derrière nous. L'un des membres du conseil d'administration, le docteur Yvonne St. James, est intervenu. Elle m'a salué d'abord, a serré la main, puis s'est tournée vers Harold et a hoché la tête coulis. Commençons, a-t-elle dit. Ce n'était pas une réunion privée après tout. Ce qui a suivi a été le premier public que Harold avait probablement affronté dans sa carrière. Le docteur St. James lui a demandé de confirmer le calendrier de notre collaboration.
Elle a demandé comment le document de séquençage diagnostique a été rédigé, quel rôle j'avais joué dans son développement. Elle a sorti une copie du brouillon d'origine, mon brouillon d'origine, avec des métadonnées montrant mon nom en tant que créateur de fichiers d'origine. Harold se tortilla sur son siège, la posture toujours droite mais plus mince que d'habitude. Il y a eu une mauvaise communication à l'époque, une surveillance. J'avais l'intention de réviser les crédits. Yvonne m'a regardé. Est-ce vrai, le docteur Brand? Non, j'ai dit simplement que la révision n'était jamais venue. Pas lorsque le journal a été publié. Pas quand il a reçu le prix, pas quand on lui a demandé dans une interview sur son équipe et il a dit que j'ai surtout travaillé seul. La pièce s'est calme. Puis Yvonne a repris. Le docteur Lénin devra effectuer une revue officielle des dossiers de co-automatisation pour toute recherche récente liée à votre nom. En vigueur immédiatement. Il n'a pas discuté. Il hocha juste la tête lentement. C'est comme ça que ça commence. Les fissures. Pas avec quelqu'un qui crie de fraude dans une salle de conférence. Pas avec des tabloïds, avec des questions, avec des enregistrements, avec des vérités chuchotées dans les oreilles droites au bon moment. En quittant la pièce, Julia m'a envoyé un SMS. Pourquoi des? Je n'ai pas frappé Sand. Je n'en avais pas besoin. Je pose juste le téléphone parce que c'est la chose à propos de la vérité. Il n'a pas besoin de mendier. Il attend. Et quand il s'agit, il apporte avec lui un silence qui coupe plus profondément que les applaudissements. La réputation de Harold n'était pas tombée. Pas complètement, mais la première fracture s'était formée, et maintenant elle se propageait. Le coup à la porte de mon hôtel est arrivé tard. 11 heures, j'étais assis sur le canapé, toujours habillé du panel de la soirée, faisant défiler une liste des demandes de partenariat de recherche entrantes qui avaient commencé à affluer dans ma boîte de réception Kellerman. Ils venaient de Tokyo, Berlin, Rio de Janeiro, des endroits qui ne se souciaient jamais de qui j'avais épousé ou de l'héritage que je me tenais à l'ombre. Ils se souciaient de ce que j'avais construit. Le coup est revenu, plus doux la deuxième fois, hésitant, je me suis tenu, j'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai ouvert. Astrid, pas de maquillage, pas d'armure. Son blazer était ridé au coude, les cheveux tirés dans un eulage qui semblait avoir cessé de se soucier quelque part entre l'ascenseur et le couloir. Ses yeux se sont éloignés du mien, et pendant une seconde, elle ressemblait à un étranger qui ne se souvenait pas du numéro de la pièce sur lequel elle voulait frapper. Puis-je entrer, demanda-t-elle, une voix à peine au-dessus d'un murmure. J'ai hésité. Non pas parce que je ne connaissais pas la réponse, mais parce que je voulais qu'elle ressent le poids de cette pause, de m'en souvenir plus tard. Puis je me suis écarté. Elle est entrée sans parler. Ses mains s'acquittent de ses côtés. Elle ne s'asseyait pas, se tenait juste au centre de la pièce, entourée du silence avec lequel elle se protégeait. Cette fois, il s'est replié sur elle comme un rideau tiré trop loin. Je ne savais pas, dit-elle finalement, se tournant pour me faire face. Je veux dire, je ne savais pas jusqu'où tu venais. J'ai croisé les bras, penchant contre le bureau. Non, Astrid, vous avez choisi de ne pas regarder. Cela l'a frappé. Pas comme une gifle, plus comme de l'eau froide dans le dos. Lent et choquant. Elle hocha la tête affaiblement comme si elle répétait des excuses qu'elle avait réalisées maintenant ne correspondaient pas au crime. J'aurais dû dire quelque chose au brunch, murmura-t-elle. Quand Bianca s'est moquée de son travail, quand mon père quand il m'a appelé le gars qui a presque fini, j'ai coupé. Elle grimaça. Oui. Me quiet. Neat. Out of the way, so you wouldn't have to choose between their version of me and the real one. Her voice cracked. That is not fair. It's the truth. She looked around the room like it might offer her shelter. Her gaze landed on the folder id left on the table earlier. It was still half open, a few pages visible. Charts, graph, and one letter with the Kellerman Institute seal. Her hand moved toward it, then stopped. You really built tout cela sans moi? A-t-elle demandé. J'ai rencontré ses yeux. Non, je l'ai construit malgré toi. Des larmes se sont enfouies dans ses yeux, mais je ne me ramendais pas. J'avais fait suffisamment d'adoucissement au fil des ans, me pliant pour la garder à l'aise pour la faire se sentir comme si elle ne s'était pas trompée. J'ai passé des années à devenir invisible afin qu'elle n'ait pas à me défendre à la table de sa famille. Elle s'assit enfin en se repliant dans le bord du fauteuil comme si elle avait peur que cela puisse la rejeter aussi.
Je veux juste que les choses reviennent, a-t-elle dit. Retour à quand nous étions encore. Quoi? J'ai demandé. Quand je suis resté silencieux et que vous avez prétendu que j'étais content d'être effacé. Non, chuchota TL. Retour à quand nous pourrions encore résoudre ce problème. Je l'ai regardé. Vous ne voulez rien réparer. Vous voulez revenir le silence. Qui a arraché le masque? Son visage froissé. Pas du choc, mais de la reconnaissance. Elle savait que c'était vrai. Elle n'est pas venue ici pour la réconciliation. Elle est venue parce que le silence s'était déplacé et maintenant il l'avalait à la place de moi. Je t'aimais, dit-elle en pleurant maintenant. Je le fais toujours. J'ai secoué la tête. Vous avez adoré la version de moi qui n'avait pas besoin de défendre. Celui qui est resté silencieux pour que vous puissiez briller plus sans ombre. Mais vous n'aimez pas quelqu'un et vous vous tenez à côté des gens qui l'effacement. Elle enterra son visage dans ses mains. Je me tenais immobile, les bras croisés, le cœur stable. Je voulais sentir quelque chose la regarder pleurer. Peut-être la colère, peut-être la pitié, peut-être la douleur d'une porte à moitié ouverte, mais je ne ressentais que de la clarté. Je ne voulais pas te blesser, elle étouffa TL. Mais vous l'avez fait, ai-je dit, et vous avez continué à le faire. Chaque fois que vous souriez à travers leurs blagues. Chaque fois que vous avez hoché la tête tandis que Harold me rejetait. Chaque fois que vous les laissez dire au monde que j'ai eu la chance d'être sur votre orbite. Elle leva les yeux. Le mascara maintenant maculé au coin de ses yeux. Est-ce ça? Avons-nous fini? Je laisse la question y pendre. J'ai pensé à toutes les années que j'ai passées à attendre qu'elle me voie, qu'elle me choisisse plutôt que de commodité. Et maintenant, avec elle assise dans ma chambre d'hôtel me demandant si la fin était déjà venue, j'ai réalisé qu'elle s'était terminée bien avant ce soir. Cela a terminé le moment où je me suis arrêté pour me rétrécir pour s'adapter à la version de moi qu'elle pouvait tolérer. Nous avons fini, dis-je doucement. C'est juste la première fois que vous entendez l'écho. Elle se leva lentement, ses jambes instables. Je n'ai pas offert son soutien. Elle se dirigea vers la porte, s'arrêta, le dos à moi. Tu n'es pas l'homme que j'ai épousé. Non, acceptai-je. Je suis l'homme que tu avais peur de devenir. Et puis elle est partie. La porte cliqua derrière elle, douce comme un soupir. Je me tenais là pendant longtemps en regardant l'espace où elle s'était assise, la teinture lacrymogène qu'elle a laissée sur le tissu de la chaise qui s'estompe déjà. Je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais libre parce que quand Astrid a finalement parlé, ce n'était pas pour s'excuser. Ce n'était même pas pour faire les choses correctement. C'était pour pleurer le silence qu'elle ne pouvait plus contrôler. Et je n'avais aucune intention de le ramener. Des semaines se sont écoulées et le monde a fait ce qu'il fait toujours. Il a avancé. Mais cette fois, cela a évolué dans ma direction. L'invitation est arrivée dans une boîte, pas une enveloppe. Black mat épais en relief avec un sceau en argent. Invitation de liaison mondiale du Forum médical de l'innovation. Je l'ai retourné dans mes mains, laissant le poids de celui-ci se déposer dans ma poitrine. Pendant des années, j'avais vu des hommes comme Harold monter cette scène. Des hommes qui recyclent brillance, qui ont fait passer les collaborations en tant que victoire en solo, qui a serré la main de milliardaires tandis que les vrais architectes du progrès étaient assis à l'arrière, non crédités. Mais maintenant, c'était mon nom gravé dans le script chrome en haut du programme. Dr Mika Brandt, directeur médical en chef, Kellerman Institute. Adresse Kenote. Je n'ai parlé à personne. Pas Astrid. Pas Julius. Pas Harold. La journée est arrivée croquante et couverte à New York. Juste assez de gris pour faire en sorte que le monde se sente réfléchissant. Je suis sorti de la voiture noire au Grand Rotunda Hall, vêtu d'un costume de charbon de bois, la même montre que j'ai portée par la classe de résidence autour de mon poignet. Pas cher, pas flashy, juste le mien. Géré, payé avec chaque papier négligé, chaque contribution effacée, tout le mari d'Astrid murmura et polit les couloirs. À l'intérieur, la pièce était impeccable. Chandelier en cristal, chaises en velours disposées en demi-cercle parfait autour du podium. Participants de plus de 30 pays, PDG, directeurs de recherche, décideurs politiques. J'ai scanné la foule, ne m'attendant pas à trouver des visages familiers avant moi. Deuxième rangée, légèrement à gauche. Harold Lennox. Bien sûr, il était là. Il devait être.
Le forum était l'un de ses domaines, une autre étape qu'il avait revendiquée bien avant que j'imaginais de pouvoir se tenir debout. Sa posture était raide, la mâchoire se déroulait comme s'il se préparait pour un diagnostic qu'il ne pouvait pas contrôler. Ses mains étaient pliées. Pas de bloc-notes, pas de téléphone, juste regarder, attendre. Je n'ai pas tressailli. La présidente s'est approchée du podium et a commencé ses remarques de bienvenue, sa voix calme, confiante. Puis elle s'arrêta et regarda vers moi. C'est avec une grande fierté que nous accueillons le conférencier d'honneur d'aujourd'hui, un innovateur dont les contributions silencieuses ont remodelé la façon dont nous abordons les diagnostics cardiaques à un stade précoce à travers les continents. Veuillez accueillir le Dr Micah Brandt. Les applaudissements sont venus rapidement, nets, et non des applaudissements polis, le respect, la reconnaissance. Je me suis tenu et j'ai marché jusqu'à la scène, rythme cardiaque stable, respiration même. Je n'ai pas regardé Harold. Je n'en avais pas besoin. Il avait déjà vu plus qu'il ne le voulait. Je savais quel genre d'homme il a fallu pour applaudir pour que quelqu'un ait essayé d'effacer. J'ai atteint le podium et j'ai regardé la foule. Puis j'ai commencé. Certaines contributions ne viennent pas avec du crédit, ai-je dit. Certains noms sont laissés de côté la plaque. Certaines mains qui façonnent les progrès ne sont jamais photographiées, jamais citées. Ils vivent au sous-sol, dans des laboratoires non marqués, derrière les écrans, derrière les gens. La pièce s'est calmée. Pendant des années, je crois que pour changer le monde, j'avais besoin de la permission pour être vu. J'ai attendu la reconnaissance, une invitation à s'asseoir à des tables où mon travail a déjà nourri la conversation. Une pause, juste assez pour sentir la pièce se pencher. Mais l'héritage n'est pas une plaque. Ce sont des applaudissements. L'héritage est ce que vous construisez en silence et rendez indéniable. J'ai continué. J'ai parlé d'innovation par endroits sans réseau électrique, d'algorithmes qui avaient déjà sauvé des centaines de vies, du financement des cliniques mobiles au lieu de lobbies en marbre, de la médecine dépouillée de performance, de travail, juste d'impact. Quand j'ai fini, ils se tenaient. Tous. Les applaudissements ne se sont pas terminés par le discours. Il a percuté profondément et plein. Pas performatif, pas politique. Et Harold, il n'a pas applaudi. Pas un mouvement. Il était resté en pierre encore pendant que tout le monde se leva, mais il n'a pas détourné le regard. J'ai rencontré ses yeux juste une seconde, pas au défi, pas même en triomphe, juste pour lui montrer, c'est ce que vous avez essayé d'enterrer. Par la suite, les journalistes ont demandé des interviews. Les organisateurs d'événements m'ont pressé la main, me remerciant. D'autres orateurs se sont approchés pour discuter des collaborations. Pour la première fois, ma boîte de réception n'était pas pleine de suivi au crédit de quelqu'un d'autre. C'était à moi. J'ai trouvé un moment calme près de la table de rafraîchissement, sirotant de l'eau et regardant les gens tourbillonner dans la pièce comme s'ils orbaient quelque chose de nouveau. Je n'avais pas d'entourage, personne ne me faisait passer de la conversation à la conversation. Je n'avais plus besoin de ce genre de cadrage. J'étais le moment. Micah. La voix est venue de derrière. J'ai tourné. Harold se tenait là, son expression neutre mais tendue. Il s'arrêta. Bien livré. Je ne lui ai pas offert un sourire. Merci, j'ai dit. Il s'éclaircit la gorge. Vous avez bien fait. Je le regardais, laisse le silence s'étirer juste assez longtemps. Je sais. Il baissa les yeux, puis le vent. Il fut un temps que je pensais que tu as arrêté. Que vous n'étiez pas construit pour ce monde. Il fut un temps que vous vous sommes assuré de croire que cela aussi, ai-je dit. Il hocha la tête. Peut-être que je l'ai fait. Et pour une fois, il n'a pas essayé de réécrire le passé. Il n'a pas offert d'excuses ni recadré ses actions dans la lueur du recul. Il se tenait là, l'homme qui a tenu le micro, regardant quelqu'un d'autre le tenir maintenant. Je ne demande rien, a-t-il dit. Bien, répondis-je. Parce que je ne te dois rien. Il s'attarda pendant une seconde de plus, puis laissait sans un autre mot. Je ne l'ai pas regardé partir. Au lieu de cela, je suis retourné dans la conversation qui était à moi maintenant. Dans un monde qui ne m'a finalement pas vu comme le mari de quelqu'un, non pas comme quelqu'un presque là, mais comme l'homme qui a construit quelque chose de durable, pas de rage, pas de vengeance, mais parce que je ne demandais jamais l'héritage. J'en construisais un, et ce n'était jamais le leur à réclamer.
Il y a un calme qui suit la justification et un type de silence inconnu et en apesanteur. Il ne vient pas avec des trompettes ou des feux d'artifice. Il n'arrive pas avec une foule. Ce ne sont pas des applaudissements qui collent avec vous. C'est le moment après que tout le monde est rentré à la maison et que vous êtes laissé seul avec la version de vous-même qu'ils ont appelée impossible. C'est là que je me suis retrouvé des semaines après le Global Medical Innovation Forum. Dans le silence, dans le calme après la tempête, ils n'ont jamais vu venir. J'étais retourné à Seattle dans mon bureau à l'Institut Kellerman où le nom sur la porte en verre correspondait maintenant à celui des circuits de conférences. Dr Micah Brandt. Il était là sur les brevets des revues sur les barres blancs et les subventions de recherche. Il n'a plus été chuchoté ou interrogé. Il était placé à l'avant et il se tenait seul. Plus de présentations qui ont commencé avec le mari d'Astrid. Plus de comparaisons avec Harold. Plus de rétrécissement. Mon téléphone bourdonnait doucement contre le bureau. Un message d'un chercheur junior à travers le bâtiment. Et, le docteur Brandt. Question rapide. Cela vous dérange de regarder la nouvelle interface bêta? Nous l'avons modélisée après votre logique de diagnostic d'origine. Vous voulez être sûr qu'il s'aligne toujours? J'ai tapé un mot. Sûr. Pas de titre, pas de surexclamation, juste des cadeaux. Et c'était suffisant. Plus tard dans la journée, je devais donner une conférence invitée dans une université voisine. Rien de formel, juste une salle de classe pleine d'étudiants de deuxième année MED étudiant la bioinformatique et les systèmes d'urgence. J'aime ces chambres. Ils m'ont rappelé où j'ai commencé à revenir avant que le monde ne décide que je n'étais pas suffisant. Je suis arrivé quelques minutes plus tôt et je me suis tenu à l'extérieur de la salle de conférence. J'ai entendu 2 élèves parler, feuilleter un paquet imprimé. J'ai lu son article sur la détection des anomalies en temps réel dans les zones de secours en cas de catastrophe. Travail fou. Ouais. Je ne savais pas qu'il était aussi le gars qui a développé cette application de triage mobile au Honduras l'année dernière. J'ai souri faiblement. Je ne les ai pas corrigés. Je n'ai pas annoncé moi-même. Je suis juste intervenu quand il était temps et j'ai commencé la conférence. 10 minutes plus tard, une main a remonté. Dr Brandt, n'ont-ils pas essayé de laisser votre nom sur ce document de séquençage de diagnostic original? Je m'arrêtai, non pas parce que cela m'a surpris, mais parce que je n'avais entendu personne poser cette question aussi directement auparavant. J'ai hoché la tête. Oui, ils l'ont fait. L'étudiant cligna des yeux, ne savant pas quoi dire ensuite. Je me suis penché sur la table. Laissez-moi expliquer quelque chose. Les gens essaieront de vous définir par la façon dont ils vous ont rencontré pour la première fois. C'est leur habitude, pas votre obligation. Vous ne devez à personne la version de vous-même qui les rend plus confortables. Ils étaient silencieux à écouter. Je laisse les gens mentir sur moi pendant longtemps. Je les laisse écrire des histoires qui m'ont laissé de côté. Je suis resté silencieux parce que je pensais que la vérité trouverait son chemin sans aide. Mais la vérité ne s'élève pas seulement. Vous le construisez. Vous le portez comme un poids. Vous le renforcez, protégez-le, parlez-le, même lorsque votre voix tremble. Une fille dans la 2e rangée griffonnait férocement dans son cahier. Certains d'entre vous seront effacés, ai-je dit. Non pas parce que vous n'êtes pas brillant, mais parce que quelqu'un d'autre a peur de ce que vous pourriez devenir si vous êtes vu trop clairement. Personne n'a détourné les yeux. Vous ne vous battez pas en mendicant d'être inclus. Vous vous battez en devenant indéniable. Qui a atterri après la classe? Quelques étudiants sont restés pour me remercier. L'une a dit que sa sœur avait utilisé l'application d'urgence lors d'une réponse aux inondations en Colombie. Un autre a demandé comment commencer à construire sans soutien institutionnel. J'ai répondu à toutes les questions, non pas comme quelqu'un qui donnait des conférences à partir d'une scène, mais comme quelqu'un qui s'était passé exactement là où il se tenait, invisible, sous-estimé, mais loin d'être fini. J'ai quitté l'université juste au moment où le soleil plongeait derrière l'horizon. Mon téléphone a de nouveau bourdonné. Cette fois, un numéro inconnu. Je n'ai presque pas répondu. Bonjour. Il y a eu une pause. Micah. C'était Astrid. Sa voix était plus stable qu'auparavant, mais la tension vivait toujours en dessous comme un fil effiloché sous un tapis. Je ne prends pas beaucoup de votre temps, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. Je voulais juste dire que j'ai vu le discours du forum, toujours silencieux.
Tu étais incroyable, a-t-elle ajouté. Le genre d'incroyable que je ne me laisse jamais voir. Je me tenais près de la fenêtre de mon bureau, regardant la ville bouger sous moi. Je n'ai pas appelé le pardon, a-t-elle dit. Plus doux maintenant. J'ai appelé parce que j'ai réalisé quelque chose. J'ai passé des années à s'accrocher à une version de vous qui était facile à contrôler. Et quand vous avez dépassé cela, je n'ai pas suivi. Je voulais juste que vous sachiez que je le vois maintenant. Je laisse le silence respirer. Vous n'avez rien à dire, a-t-elle ajouté rapidement. Je voulais juste le dire. Enfin et elle a raccroché. Je ne me sentais pas triomphe. J'ai ressenti la paix parce que la vérité avait finalement fait ce qu'elle promet toujours de faire lorsqu'il a donné du temps et de l'espace. Il était arrivé. Il s'était tenu debout dans des pièces construites pour le garder à l'écart. Et maintenant, même les gens qui ont essayé de l'effacer devaient chuchoter son nom. Micah Brandt. Ce nom n'était plus une note de bas de page. Ce n'était pas une seconde pensée. C'était une origine, une présence, une déclaration. Et quand quelqu'un m'a arrêté le lendemain au salon de l'aéroport et a demandé « Êtes-vous le médecin en chef ?» Je n'ai pas souri de fierté. Je ne les ai pas corrigés. Je n'ai pas offert de référence ou d'affiliation. Je viens de dire « oui ». Ne pas leur prouver le contraire, mais pour honorer la vérité que j'ai construite en leur absence. Ils ne m'ont jamais vu, mais le monde le fait maintenant.